dit, l'âme damnée de Martin Servaz, mon enquêteur emblématique. Donc oui, il y avait aussi un clin d'œil à cette littérature qui m'a beaucoup influencé dans mon écriture, et aussi au fait que je suis quand même un très grand fan de Jo Nesbø, cet auteur norvégien absolument extraordinaire. Donc il y avait tout ça qui s'est mélangé là-dedans. Voilà, après on se transporte très vite dans le sud-ouest de la France où j'ai mes habitudes. Vous, Marc, c'est un pire, si on veut bien, parce que c'est génétique chez vous, l'héritage scandinave, vu que votre maman est suédoise. Est-ce que ça a influé sur votre écriture? Oui, tout à fait. Je crois que je pourrais presque répéter ce que Bernard a dit. On a les mêmes influences. D'ailleurs, le bandeau qu'il y avait sur le dragon du Buffon, c'était le polar nordique des Alpes vaudoises. Un clin d'œil à la fois à mes origines suédoises, mais aussi parce que ces lectures, notamment Montkel, mais aussi Camilla Läckberg, qui m'ont influencé et qui m'ont donné l'envie d'écrire des polars. Donc, du coup, ça s'est exporté dans les Pyrénées, mais aussi à Grillon, dans les Alpes vaudoises. Vous, Franck, vous n'avez aucune explication. Pas d'excuse. En plus, moi j'habite le nord de la France, donc c'est déjà très haut. Et, non, moi c'est vrai que ça fait partie des influences aussi, des livres qu'on lit, parce qu'il y a eu cette vague, cette grande déferlante. Alors moi, je les ai découverts à ce moment-là, justement dans cette mouvance millénium. C'est vrai que c'est la découverte d'une autre facette du polar, parce qu'on les lecteurs et la majeure partie des gens connaissaient plutôt les polars américains, qui étaient vraiment avant cette vague nordique plutôt à la mode. Et c'est vrai que cette vague est arrivée avec une manière de raconter les histoires différente de celle des Américains, beaucoup plus froide, qui plongeait vraiment dans ces sociétés du Nord qu'on connaissait moins. Et voilà, donc c'est comme ça que j'ai les découvertes. Et puis progressivement, on est sorti un peu de cette vague, comme disait Bernard, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, c'était vraiment étouffant. Même moi, je me souviens, j'étais en librairie, les gens entraient, j'étais en dédicace, les gens rentraient dans les librairies pour prendre du polar nordique, parce que c'était nordique, sans savoir. Il y avait vraiment ce gage de qualité au départ, et puis après, effectivement, quand quelque chose fonctionne, la qualité, les éditeurs jouent le jeu, essayent de publier, et forcément, il y a aussi du moins bon, il n'y a pas que des bons auteurs, un peu comme partout, il y a aussi des mauvaises choses, donc ça s'est un peu mélangé, et je pense qu'il y a encore d'excellents livres de polar nordique, mais on est sorti un peu de cette vague vraiment très forte, et donc là on va vers autre chose. Alors, on va en fait vers la vague franco-suisse, c'est pas évident. Mais est-ce que ça impose, ou pas imposé, mais est-ce que ça génère des règles d'écriture? Je pense que vous avez des chapitres assez courts, un séquençage assez nerveux, qui est autant américain d'ailleurs que suédois ou que scandinave. Oui, le genre policier et le thriller de manière générale, le polar, il y a des règles qui sont, qui sont des livres, comme vous le disiez tout à l'heure, on ouvre les pages et on doit avoir envie de continuer à découvrir ce qui va se passer. Donc, alors évidemment, on invente chacun nos histoires, on a tous des rythmes différents. Moi, j'aime beaucoup lire les livres de Bernard, qui a un rythme plus lent, mais dans lequel on plonge, parce qu'il y a cette atmosphère qui va vous embarquer, et vous allez vous retrouver en montagne avec les personnages, prisonniers avec eux. Il y a des rythmes plus rapides, et ça fait partie vraiment de la diversité du genre. Mais c'est vrai que la règle des chapitres courts, de finir les chapitres par quelque chose qui un peu américain, oui c'est vrai, c'est-à-dire cette espèce de crochet où il se passe toujours quelque chose à la fin du chapitre qui vous incite à lire, à continuer à lire. D'ailleurs, les lecteurs nous le disent souvent, encore un chapitre, et finalement, comme vous le dites, il est 3h du matin quand on finit de lire. Et alors, c'est ce qu'on appelle les page turners, qui pour moi, je trouve que c'est la notion un peu légèrement péjorative, parce que ça donne une impression de facilité dans l'écriture, c'est-à-dire, il a écrit un page turner, alors qu'en fait c'est extrêmement compliqué, parce que quand vous avez un livre qui fait 80 chapitres, qui sont très courts, mais dans lesquels, à chaque chapitre, vous devez trouver un moyen de relancer à chaque fois en permanence l'intrigue, je trouve que c'est justement extrêmement compliqué d'avoir cette vivacité dans l'écriture. Et donc les page turners, finalement, sont extrêmement difficiles à construire. Le fait de maintenir un suspense permanent, c'est sur 600 pages, sur moins ou plus, c'est extrêmement compliqué. C'est vrai qu'on écrit sous la contrainte, en fait. On écrit dans un cadre qui est assez strict, assez rigide. Moi, je pense toujours au théâtre
du siècle d'or, où il y avait la règle des 3 unités. Ah oui, oui. Et en fait, dans cette contrainte-là, on a eu des dramaturges qui étaient d'une invention extraordinaire. Et nous, on a aussi un certain nombre de règles à observer, dont effectivement les cliffhangers à la fin des chapitres, mais aussi le twist final, parce que si le lecteur n'a pas été surpris, il est resté sur sa fin. Et ce qui est intéressant, c'est dans ce cadre un peu contraint, tout ce que nous, chacun de nous, on met en plus, quoi, ce qu'on ajoute à cet exercice-là, ce qui fait aussi Style, au fond. ce qui fait notre style, nos univers, qui sont à la fois proches et différents, qui fait qu'on ne peut pas confondre un roman de Marc avec un roman de Franck, et avec un de mes romans, le lecteur sait immédiatement à qui l'affaire. Donc il y a ce qui est intéressant dans cet exercice du polar, c'est que d'une part, on est là pour distraire, pour entraîner, pour passionner, pour que ce soit le plus addictif possible, et en même temps, à travers cet objectif qui peut paraître un peu superficiel, on est aussi là pour dire des choses sur la société contemporaine, sur ses travers, sur les dangers qui la menacent, sur tout ce qu'on voit qui dysfonctionne et dont on a envie de parler. C'est assez paradoxal parce qu'on amuse, mais en même temps, c'est qu'il y a quelque chose derrière qui est assez sérieux. C'est toujours le polar en tant que miroir de la société. Et on voit bien d'ailleurs Grillon, on pourrait croire que c'est l'image des Alpes tronquées, ils s'en passent de belles. C'est ça aussi que vous vouliez pas dénoncer, mais établir. Non, pas dénoncer. Je pense que c'est intéressant justement de jouer avec les contrastes. J'essaie beaucoup de le faire. Je dis toujours, il n'y a jamais que l'ombre ou la lumière, il n'y a jamais que des choses simples. C'est beaucoup dans les nuances. Et déjà, ce contraste, on le trouve justement dans ce petit village de montagne qui est d'habitude très paisible, où il y a une ambiance tranquille, où il y a ce côté pâturage. Et là, on a vraiment ce contraste avec ces crimes horribles qui s'y passent. C'est dans le récit, mais c'est aussi dans les personnages. Et pour moi, ça, c'est un des éléments importants. J'essaie vraiment de creuser chaque personnage, la profondeur psychologique. Et finalement, d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de feedback dans ce sens-là. C'est pas si simple de se situer en tant que lecteur pour dire même le plus pire des criminels. Beaucoup m'ont dit j'ai quand même un peu d'empathie pour lui. Ou alors dans le Dragon du Muvron, ce que la pasteur a fait à la fin, est-ce que c'est bien, pas bien? La réponse n'est pas si simple. Et ça, c'est aussi vrai dans la réalité. On n'en dit pas trop, il y a peut-être. Si J'ai pas dit ce qu'elle a fait. Non, enfin bon, on ira pour paradis. Mais vous parlez du Muvron, c'est intéressant parce que nos deux amis là ont déjà pas mal de kilomètres dans les pattes. Vous, c'est le deuxième. Je ne vais pas faire la maîtresse d'école, mais d'abord, j'ai remarqué qu'il était plus resserré. Je ne sais pas s'il y a moins de pages, je n'ai pas été comparé, mais il y a moins de descriptions médico-légales. On sent que vous avez revu un peu votre copie, ou bien que vous avez travaillé cet aspect. Vous avez pris la mesure des erreurs ou des faiblesses du premier pour bosser. Alors, il a effectivement une 50aine de pages de moins que le premier. La différence aussi, je pense, c'est qu'avec le deuxième, j'ai été plus entouré, ou je me suis plus entouré de relecteurs. La maison d'édition a aussi beaucoup contribué à améliorer le texte. Puis surtout, j'ai aussi une amie qui est aussi auteure, Marie Javet, avec qui on collabore de manière régulière sur nos manuscrits réciproques. Donc on a beaucoup travaillé sur le texte, parce que c'est aussi une motivation, une envie. Le Dragon du Muvron était mon premier livre. Donc j'ai assez vite ensuite pris la mesure qu'il y avait encore plein de choses à améliorer, et puis je pense que ça ne s'arrête jamais, et j'ai envie de ça aussi. Donc oui, après la chose la plus difficile souvent, c'est quand on vous dit qu'il faut couper. Ce qui a été fait un certain nombre de fois dans le livre, parfois même un chapitre entier, et je crois que maintenant j'ai appris à accepter de le faire, parce qu'on a souvent des bons conseils venant des autres personnes. Ça vous arrive aussi que l'éditeur demande 50 pages de moins? Croyez-vous que c'est bien nécessaire, cette scène? En fait, tous les acteurs, enfin les intervenants qui vont lire le livre, l'éditeur en particulier, intervient dans le sens du texte. C'est-à-dire que l'éditeur se met un peu à la place des lecteurs. Et ce qu'il y a de bien quand on travaille longtemps, depuis de nombreuses années avec le même éditeur, c'est que l'éditeur vous connaît vous en tant qu'auteur, et connaît aussi vos lecteurs. C'est-à-dire
l'éditeur sait ce que les lecteurs aiment dans la lecture de nos propres romans. Et nous, c'est vrai que quand on écrit nos livres, bon, on fait une immersion complète avec ce qu'on écrit pendant des mois, voire des années pour certains auteurs. Et on n'est plus très clairvoyant en fait. C'est-à-dire que moi je suis clairvoyant la première fois où j'écris. C'est-à-dire au moment où j'écris mon texte, il n'y a qu'à ce moment-là où je sais si c'est bien ou pas. Une fois que je l'ai écrit, et si je le relis après, je n'arrive plus vraiment à savoir si c'est bien ou pas, parce que je connais déjà un peu l'histoire. Et donc à un moment donné, à force de lire et relire ce qu'on écrit et d'écrire, on est un peu perdu. Et donc c'est vrai que l'éditeur, il est un peu la première personne qui va lire le texte. Et oui, on peut avoir des longueurs sans s'en rendre compte, parce que parfois nous on attache de l'importance à des choses qui nous tiennent à cœur, mais qui ne sont pas forcément intéressantes dans la lecture. Et donc là, il faut peser le pour et contre, c'est-à-dire pourquoi. C'est une discussion, hein, l'éditeur ne va jamais dire ça, il faut l'enlever. Il va dire mais pourquoi tu juges ce. Un peu de diplomatie. C'est pas nécessaire, donc on discute. Alors parfois, on n'a pas envie d'enlever, donc parce que on a quelque chose de personnel, donc on le laisse. Voilà, donc ce sont vraiment des réglages qui se font. Après, c'est très variable d'un auteur à l'autre. Il y a des auteurs. Par exemple, moi, je donne mon livre à la fin uniquement quand il est terminé, mais il y a des romanciers qui ont besoin, tous les 2 ou 3 chapitres, d'avoir un retour de l'éditeur pour que l'éditeur valide un peu, pour avoir une question de confiance aussi. Donc voilà, c'est propre à chacun. Il y a des romanciers qui ont besoin de plus de retravail, qui écrivent un premier jet et qui le donnent à l'éditeur directement. Donc là, il y a plus de travail. Moi, je relis énormément mon livre. C'est pas un premier jet, c'est un 3e, 4e, 5e jet. Et après je donne, donc il y a un peu moins de travail. Donc ça c'est vraiment variable d'un auteur à l'autre, mais il faut voir vraiment le rapport entre un romancier et son éditeur. C'est presque comme un couple en fait. Il faut que les deux s'entendent très très bien. Il faut vraiment qu'il y ait une relation de confiance, parce que l'éditeur joue un vrai rôle dans ce que sera le livre final entre les mains d'un lecteur. Accepter la remarque. Voilà, il faut accepter les remarques. Ça sert de texte, hein, c'est pas pour nous nuire en fait. Non, mais en même temps, il faut, pour rebondir là-dessus, c'est vrai que l'éditeur, comme l'a dit Franck, voit aussi, se met à la place du lecteur. C'est le premier lecteur, donc il a plus de recul que nous par rapport au texte. Mais j'ai tendance à penser qu'au début, quand on écrit, en tout cas dans la solitude de son bureau, le premier jet, on ne pense, et il ne faut pas penser ni au lecteur, ni à l'éditeur, ni à qui que ce soit. On écrit d'abord pour soi, on écrit ce qu'on a besoin, ou ce qu'on a envie, ce qu'on a le désir d'écrire. Et à ce moment-là, il ne faut surtout pas penser au stade suivant, qui est comment ça va être reçu par les lecteurs. Ça, c'est un deuxième stade. Il faut rester authentique, il faut faire ce qu'on a vraiment envie de faire, et ne pas te dire compte de tout ce contexte-là. Après, effectivement, une fois qu'on sort de sa grotte ébouriffée avec une barbe de 6 mois et qu'on commence à proposer le texte à d'autres lecteurs, c'est là où on se confronte à la réalité extérieure, au monde de l'édition, mais l'éditeur n'est pas tellement là pour nous dire les lecteurs, voilà, ils veulent que ça soit plus court, ils veulent que ça soit... Non, il y a des textes très longs qui sont très très bons, il y en a qui sont meilleurs quand ils sont courts. Chaque auteur a... C'est un peu comme les athlètes, hein, il y a les sprinteurs et puis il y a les marathoniens. Chaque auteur a son rythme, sa distance à parcourir, et bien entendu l'éditeur respecte la personnalité de chacun, cherche à améliorer le texte, mais dans le sens où on respecte toujours la personnalité et l'identité de l'auteur et son univers et la façon dont il travaille. C'est ça qui est intéressant. Par ailleurs, il y a des cas parfois très précis, comme le précédent, qui avait ce titre qui était quand même allez-y. Une putain d'histoire. C'était quand même un parti pris qui est assez raide. Là, vous m'aviez dit que c'était concerté avec l'éditeur, c'était pas entièrement votre décision non plus. Ah, sur le titre, oui, non, parce que déjà, pour une bonne et simple raison, c'est qu'une putain d'histoire, c'était déjà une promesse en soi aussi. Ça veut dire, je vais me raconter une putain d'histoire. Imaginez que l'histoire soit mauvaise, le lecteur se serait senti un peu floué. Donc moi, j'aurais jamais osé de moi-même dire, tenez, ça c'est une putain d'histoire. Un peu prétentieux. Donc c'est la première fois où le titre n'était pas de moi et où il a été proposé par mon éditeur. On a longuement hésité avant de... Et puis on s'est dit, on va tenter le coup. Ça a très très bien fonctionné, malgré quelques cris d'orfraie parfois.
sur les réseaux sociaux. Quant au fameux mot en question, mais oui, là, c'est pas un choix personnel. Mais c'est pareil, on aurait pu très bien dire on ne le fait pas parce que ça risque de heurter quelques personnes. Non, je pense qu'au départ, quand on travaille sur un texte, il faut absolument pas tenir compte de tout ce qui est de cet environnement et ce qui va se passer derrière. Il faut rester entre soi, c'est-à-dire l'auteur avec lui-même. Et ensuite, on verra ce qui est nécessaire de modifier. Tout le monde n'est pas au courant par la faute des choses, mais l'an dernier, à la même époque, Michel Bussy remplaçait Franck Tillier, mais on était à peu près dans la même configuration, et pourtant il s'est passé beaucoup de choses en une année, n'est-ce pas, Bernard? Il me semble que vous avez pris une dimension, boum, tout d'un coup, vous êtes plus le petit auteur de province, mais... On va lui donner du monsieur, on se rappelle, on se met. Parce que j'ai été un petit auteur à province. Ah, il a bien fallu commencer quand vous étiez à Béziers, avec les premiers livres. Oui, ouais. Je sais pas, en fait j'ai poussé Michel par-dessus bord, c'est pour ça qu'il est pas là. Du coup, ça fait de la place. Du coup, ça fait de la place. Mais Franck, bientôt, on va faire un petit tour. Raisonnablement, je veux dire, vous êtes tous des auteurs de province, nés en province, vous n'êtes pas dans le milieu parisien, et vous avez tous percé, maintenant vous êtes à l'international. Ça, c'est une remarque intéressante, parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les auteurs, enfin, on va pas se prendre au sérieux, mais les auteurs qui, effectivement, occupent un peu la tête d'affiche aujourd'hui dans le polar français, aucun sort du petit milieu parisien. Franck vient du Nord, moi je viens du Sud-Ouest, Michel Bussy vient de Normandie, de Rouen, Marc vient de Suisse, voilà. Et en plus, on est des jeunes auteurs, mais on n'est pas si jeunes que ça, tous. Vous avez la cinquantaine. Ouais, je sais, voire la soixantaine pour Yann Manouk. Voilà, donc c'est un phénomène assez curieux, ces auteurs qui ont surgi. Alors Franck est un peu plus ancien déjà, il a 15 livres au compteur, et puis c'est quasiment notre doyen. mais oui, c'est vrai qu'on a ce phénomène de tout un tas d'auteurs qui ont surgi en même temps, Michel, moi, quelques autres, Yann Manouk, etc., qui ne sont pas tout jeunes et qui ne viennent pas forcément d'un milieu littéraire parisien identifié. Et si on cherche un peu... il y a une efficacité du texte, ce côté visuel aussi, cette énergie. Et pourtant, vous êtes très très particulier. On peut vous reconnaître de l'un à l'autre, au point même que, par exemple, chez Marc, ça se traduit par un langage qui fait usage d'expressions typiquement suisses, enfin, les grolles. Aidez-moi là, parce que vous êtes plus fort que moi en particularisme. Mais c'est quelque chose de voulu complètement, d'être très local pour être le plus universel possible au fond. Alors bien sûr que c'est voulu. Pour moi, Grillon, c'est un véritable personnage dans le livre. Ça c'est aussi peut-être un héritage de la littérature scandinave, où vraiment les récits sont ancrés dans des environnements très particuliers, et c'est pas que des environnements géographiques. Parce que ce qui fait le lieu, c'est à la fois... le cadre qu'il y a autour, la nature, mais c'est les gens, c'est la culture, c'est les habitudes culinaires, c'est tous ces éléments-là, et notamment bien sûr le langage en fait partie. Il y a dans le deuxième peut-être même encore une touche encore un peu plus terroir dans le Qui a-tu Heidi. Donc ça c'est parfaitement voulu, parce que pour moi c'est important d'être enraciné dans le lieu où le récit se passe. Pour la petite anecdote, ce qui est assez marrant par rapport aux helvétismes, en tout cas dès le premier, Le Dragon, quand il est sorti en France, mon éditeur n'a jamais voulu enlever quoi que ce soit à ses particularités suisses. Il y avait un lexique. Par contre, effectivement, cette fois, on a mis un petit lexique sur certains mots. Avec le premier, j'ai pas mal de lecteurs français qui m'ont écrit en disant « Ah, j'ai beaucoup apprécié votre livre, mais c'est quoi un renversé ?» Et aussi dans le travail, cette fois, avec mon éditeur parisien, j'ai eu plusieurs fois des retours, quand il corrigeait, il relisait, en me disant « C'est quoi ce mot ?» Et puis j'étais très surpris, parce que pour moi, il y a certains mots, par exemple une chane, il me disait mais c'est quoi, il ne savait pas. Et du coup on a décidé, pour faciliter la lecture en dehors des frontières, d'avoir quelques petites notes de bas de page. Vous n'avez jamais eu ce problème dans le langage, hein, je pense pas.
Non, il y a un langage spécifique du Nord qui est un peu le ch'ti. Mais non, il réagit, il jaillit pas dans votre... Non, mais c'est intéressant ce que dit Laure, parce qu'au Fleuve, il y a un auteur qui était d'ailleurs ici l'année dernière, qui s'appelle Patrick Sénécal, Oui, qui est québécois, et Fleuve Noir, donc ma maison d'édition a traduit, a publié ses livres en France, et le Québécois s'est posé la question au moment où le livre a été reçu par l'éditeur, de se dire, parce qu'il y a des langages québécois, enfin il y a des expressions qu'on ne comprend pas forcément, mais en réfléchissant un peu, on arrive à comprendre. Et donc avec la maison d'édition et l'auteur, ils se sont dit, est-ce qu'on garde l'authenticité du pays, parce que ça fait partie justement de la culture, ça fait partie du monde et du Québec, ou est-ce qu'on justement on va faciliter la lecture pour les gens qui vont lire ce livre. Et encore une fois, c'est une question d'équilibre, c'est-à-dire il fallait que l'âme vraiment du Québec reste dans ce livre. Donc la majeure partie des expressions sont restées telles quelles, mais il y a eu parfois vraiment des choses un peu plus complexes à comprendre, qui ont été, on va dire, entre guillemets, traduites ou adaptées à la langue en France. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que et Bernard en parlait, c'est-à-dire que je pense que c'est aussi ce qu'aiment les gens quand ils lisent nos livres, c'est justement cette spécificité qu'on retrouve dans notre écriture, cette proximité qu'on peut ressentir, c'est-à-dire que les gens qui lisent des polars aujourd'hui, qui se passent en Normandie, en Suisse, dans le Nord, ils les lisent justement pour ça, parce que ils rencontrent des gens, nos personnages sont des gens qu'ils pourraient rencontrer dans leur vie quotidienne, et ce sont des personnages de romans qui ont des problèmes comme nous, qui rencontrent les mêmes difficultés. Et c'est ça qui, aujourd'hui, c'est ça qui intéresse les lecteurs, c'est de découvrir dans un polar le monde dans lequel on vit. Et vous mettez un point d'honneur à leur donner les trois une vie sentimentale, une vie privée. J'ai eu l'impression parfois que Charcot, ça vous avait débordé à un moment. Enfin, oui, mais... les jumeaux, toute la... Oui, alors ça, c'est un peu la difficulté quand on a des personnages récurrents. Parce que moi, c'est vrai que ça fait 15 livres que j'écris. Alors, j'essaye d'alterner des histoires où on retrouve ces personnages et d'autres où on ne les retrouve pas. Et donc, j'ai beaucoup de livres avec ces personnages-là. C'est vrai que les gens qui aujourd'hui lisent mes livres, quand ils savent qu'il y a les personnages à l'intérieur, ils ont envie de savoir ce qui va leur arriver à eux. Autant que l'histoire policière que je vais raconter. Donc, c'est vrai que j'ai cette pression, entre guillemets, supplémentaire quand je réfléchis à une histoire avec ces personnages, de me dire, il y a une attente de la part des lecteurs de personnages qui doivent être comme nous, ordinaires, mais qui en même temps, entre guillemets, doivent être quand même des héros de romans. Il faut que ça reste des héros, il faut que ça reste des vrais personnages haut en couleur. Donc il faut trouver dans l'écriture cet équilibre qui n'est pas toujours facile, puiser un peu dans les ressources. C'est vrai qu'au fil de leur vie, ils vieillissent en même temps que nous, ces personnages, donc ils ont des enfants, après c'est vrai qu'il faut traîner tout ça entre guillemets dans l'écriture. Il faut gérer les jumeaux, il faut gérer le fait qu'il faut les amener à l'école, il faut... Oui, là il prend un chien c'est venu pendant l'écriture, je me suis dit... je dis, ah tiens, il va prendre le chien. Donc ça veut dire que le chien, dans les prochains... ça grossit. Franck, est-ce que tu connais déjà leurs prochaines 20 années? Mais non, c'est ça le problème en fait. C'est que je fonctionne vraiment au livre par livre. Et le destin des personnages se trace un peu comme le mien, c'est-à-dire au fur et à mesure. Et ça dépend encore des auteurs. J'avais discuté avec un auteur nordique danois qui est Jussi Adler Olsen, qui lui me disait au contraire, quand je l'ai rencontré... justement au Québec, me disait, moi, vous savez, il écrit avec des personnages qu'on retrouve, il dit, moi, les 10 prochains livres, je connais le destin de mes personnages. Il ne connaissait pas du tout les histoires qu'ils allaient vivre, mais en tout cas, il savait que tel personnage allait suivre tel destin, et tout cela a été tracé jusqu'au bout. Ce qui n'est pas plus mal, donc ça dépend vraiment des auteurs. Moi, je fonctionne au coup par coup, donc le prochain, je ne sais pas du tout ce qui va leur arriver. Voilà. Servaz, vous avez casé Servaz parce qu'il n'est pas facile. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Franck. C'est que moi aussi, je fonctionne un peu livre après livre. Et à mon avis, ton histoire du chien, c'est une erreur, tu vas voir. Après, il y a des trucs, des fois, qu'on traîne un peu comme un boulet, quoi. On sait plus trop comment faire. Moi, le chien, je dois zigouiller direct. Mais c'est vrai qu'on construit nos personnages, on les suit et en même temps on les voit vivre, et ça c'est extraordinaire parce qu'ils prennent vie. Et ce qui est étonnant, ce qui est formidable, c'est que les lecteurs s'attachent justement aux personnages de Franck, à Charcot et à Lucie
et à tous les autres, et comme à Servaz, à Espérant Dieu, chez moi, et parce qu'on leur a donné cette vie-là, on a tous ces petits détails au quotidien. Et ce qui m'intéresse le plus, même chez Hirtman, c'est de chercher ce qu'on a en commun avec les personnages, même les pires. Ce qu'on a en commun avec eux, ce qui nous relie à eux, leur part d'humanité, ce qui fait qu'on appartient tous à cette humanité-là. Et finalement, dans les salons, quand on voit les lecteurs qui viennent nous trouver, on sent que les lecteurs adorent ça, que nos personnages sont vivants au quotidien, qui font des petits gestes que nous faisons tous, qu'ils ont des problèmes personnels comme on en a tous, et c'est ça qui fait qu'ils adhèrent tellement, qu'ils aiment tellement retrouver Charcot, qu'ils aiment tellement retrouver Servaz, et les personnages de Marc au fur et à mesure, mais avec 2 livres, on verra ça dans 2 ou 3 romans prochains, où tu en es, et oui, c'est extrêmement important cette part d'humanité, tout ce petit monde au quotidien qui vit livre après livre. Vous pensez que ça rassure le lecteur? Il y a tellement de monstres pour du vrai dans le monde actuel, il suffit d'ouvrir les journaux, de voir justement des héros entre guillemets ordinaires qui arrivent à les vaincre, ou du moins à les mettre un peu hors d'action pendant un court temps. Oui, en même temps, qui arrive à les vaincre, pas tant que ça, parce qu'on n'est plus à l'époque du roman policier qui était justement qui solutionnait tout à la fin. Le bon l'emportait toujours, et on remettait de l'ordre dans ce désordre, puisque un polar, un thriller, c'est un chaos qui finalement retrouve un certain ordre à la fin. Ça, c'était le roman policier à l'ancienne. Aujourd'hui, les fins sont beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus incertaines, et reflètent effectivement le monde dans lequel on vit, à savoir que c'est un peu Sisyphe. Moi, je fréquente Franck également, j'imagine. Enfin, on en parle des fois. On fréquente pas mal de gens de la police, et c'est le métier de policier aujourd'hui, c'est Sisyphe. C'est-à-dire qu'on enferme des criminels qui vont ressortir pendant un certain temps, on va les renfermer, ça va recommencer. Ou bien on arrive, on ne solutionne jamais rien. Dans une ville comme Toulouse, où la délinquance augmente d'année en année, c'est comme vouloir vider l'océan avec une petite cuillère. On est tout le temps en train alors surtout en brigade criminelle, où les taux d'élucidation sont très importants, malgré tout, et heureusement. Malgré ça, c'est sans fin. C'est un combat sans fin contre... Le lecteur un peu lambda aurait pu penser que c'était juste pour annoncer le livre suivant, mais là on voit qu'il y a vraiment plus un constat plus grave. Non, il y a une réflexion il y a effectivement un constat qui est que ce combat ne sera jamais terminé. Il faut accepter cette réalité-là. C'est pas une situation qui est vouée à s'améliorer. Il faut vivre avec toutes ces tragédies, toutes ces menaces et tous ces dangers auxquels la société de jour est confrontée. Et penser que demain tout ira mieux, c'est illusoire. Je voulais juste encore rebondir sur l'histoire du chien. Parce que dans mon livre, il y a un chien qui s'appelle Minus qui est là depuis le départ. Et j'ai eu beaucoup de questions de lecteurs pour savoir si Minus existait réellement. Et souvent, d'ailleurs, on me demande comment va Minus plutôt qu'Andreas. Et pour le coup, au lancement la semaine passée, on avait un Saint-Bernard qui était présent pour le lancement. Et dans les faits, j'ai découvert qu'à la Fondation Barry, un des chiens s'appelait réellement Minus. Donc, j'ai pu prouver qu'il existait. Comme tu le sais, moi, les animaux, les chiens, je dis mal. C'est la solution que j'ai trouvée pour m'en débarrasser. Je pense que pour moi, ce sera difficile, en tout cas, dans l'immédiat. Ce qui pose d'ailleurs la question de la visualisation. Tous les trois, vous êtes assez impliqués. On parlait de la série qui était tournée pour Servaz. Franck, je suis tombée à la télé par hasard, rappelez-moi le nom, un téléfilm où vous étiez le scénariste. Voilà. Mais donc complètement différent de Charcot. Et je crois qu'un film est en train de se terminer autour du Mufran, non? Se terminer, non, pour l'instant, il y a le projet à démarrer. Ils sont en train d'une phase préparatoire qui est souvent la plus compliquée, c'est de trouver des fonds. Donc c'est pas pour demain. Ah oui, parce que l'an dernier vous en parliez déjà Tout à fait, parce qu'il y a une société suisse qui a déjà acheté les droits pour faire un film, mais ça prend pas mal de temps. Ma question c'est plutôt de savoir, vous préférez partir de zéro sur un scénario
qui n'implique pas vos héros de papier, entre guillemets. Bernard, vous avez laissé L'adaptation, vous voulez Oui. dire? Oui, j'avais. À l'époque, c'est compliqué parce qu'on a vendu les droits de Glacé relativement tôt à la Gaumont. Déjà, c'était la Gaumont, donc c'était suffisamment prestigieux. Et je crois, je ne sais même pas si le Cercle était paru à l'époque. C'était pour mon premier roman. J'étais tellement content à ce moment-là que la Gaumont s'empare de mon histoire et veuille en faire son. C'était plutôt un film au départ, une série. Que je lui ai dit banco, allez-y. Et puis j'étais déjà dans l'écriture de deuxième. J'étais un tout nouvel auteur. Donc je ne voulais pas m'impliquer dans une écriture de scénario qui est quand même quelque chose de chronophage. C'est très compliqué les rapports avec la télé, Franck pourra en parler mieux que moi. Je ne voulais pas me lancer dans cette aventure-là, je voulais continuer à être romancier, donc j'ai abandonné tout droit de regard sur cette histoire. En revanche, là, je suis en train d'écrire un scénario pour une chaîne de télé qui n'a rien à voir non plus avec Servoise. Et où en plus c'est une série dramatique, c'est même pas une série policière, même si il y a de la violence à l'intérieur. Je repars de zéro, c'est totalement différent. C'est un exercice voilà, que je découvre, puisque je reprends petit à petit ce métier, cet autre métier que le métier de On a scénariste. l'impression que ça vous tente, ça, d'écrire de sortir complètement de la littérature policière. Tous autant qu'on est autour de cette table, on est des gens qui adorent inventer des histoires, qui ont créé, notre matériau avec lequel on travaille, ce sont des idées. Tout est à base d'idées, comme le sculpteur sculpte l'argile ou la pierre, nous on travaille sur des idées. Et les idées elles peuvent prendre tout un tas de formes différentes, qui est le roman, qui est le scénario, qui est une autre forme de raconter une histoire. Et effectivement, c'est quand même assez fascinant d'imaginer que ces mots qu'on va mettre sur le papier vont se transformer en images, vont être incarnés par des acteurs, vont être joués d'une certaine manière, vont être matérialisés beaucoup plus qu'ils sont dans nos romans, d'une manière différente en tout cas, où ça reste malgré tout des mots sur le papier. Donc c'est formidablement tentant de faire cette expérience-là et de vivre cette aventure-là, bien entendu. C'est aussi le fait, il paraît qu'on vous traite parfois de gros malades mentaux. Merci. J'ai vu ça. Je confirme. Mais quelle confusion, je veux dire, entre l'univers dans lequel vous faites évoluer vos personnages et votre propre existence. C'est un peu, tout à l'heure d'ailleurs, il y a quelqu'un qui venait voir et il m'a dit je voulais vous voir pour voir à quoi vous ressembliez. Ça a été, apparemment, ça s'est bien passé. Mais c'est, je compare un peu souvent le métier qu'on fait avec celui d'un médecin légiste ou d'un photographe de guerre. Par exemple, le médecin légiste, moi je me suis toujours posé la question comment on pouvait faire ce métier, comment on pouvait avoir envie d'autopsier des cadavres à longueur de journée. Et en discutant avec un médecin légiste, il m'a dit simplement, il y a la personne que moi je suis, son prénom, son nom, et il a sa vie, et il y a les actes qu'il accomplit quand il fait son métier, qui sont des actes destinés à apporter une vérité, à ouvrir les yeux, à aider la police dans leurs enquêtes. Et il y a une vraie distance quand il accomplit son autopsie, c'est-à-dire qu'il applique un protocole, un acte qu'il a appris à l'école et qu'il reproduit sur... Et en fait, moi l'écriture c'est un peu ça, c'est-à-dire que je suis capable d'écrire vraiment des histoires terribles parce que j'ai envie de creuser ces sujets et justement de montrer à mes lecteurs que ces choses-là existent dans notre société et que telle société à telle époque a vécu de telle façon en commettant des horreurs. Dans celui-ci avec les vampires. Oui, là, ou par exemple dans le Gore, dans lequel on remonte à des dictatures d'Amérique du Sud, où il y a eu des trafics d'organes, enfin ce genre de choses. Et ça, quand on découvre ça, on a envie d'en parler aux lecteurs. Mais il y a cette distance, c'est-à-dire que je sais que ça fait partie de mon métier, je suis un peu comme un journaliste qui fouine, et donc il y a cette distance-là. Et ça m'avait beaucoup marqué en discutant aussi avec un photographe de guerre qui allait prendre des photos vraiment terribles sur les zones de conflit, de quelqu'un qui est là, blessé, presque mourant. Et lui, c'est dur hein, ce que je vous dis, mais il disait, mais quand j'étais là, je cherchais à trouver la meilleure lumière, le meilleur point de vue pour pouvoir photographier cette personne qui était en train de mourir devant moi. Parce qu'il avait un devoir de vérité de rendre aux gens ce que lui avait vu de la meilleure façon qui soit.